En seulement 3 jours, plus de 200 personnes furent exécutées sans procès à travers l'Allemagne. Ministres, généraux et dirigeants nazis furent arrêtés, fusillés ou assassinés à leur domicile. Aucune résistance n'était possible. La violence provenait du centre même du pouvoir. Les SS, suivant les ordres directs d'Hitler, éliminèrent Ernst Röhm et les dirigeants de la SA lors d'une opération coordonnée menée dans plusieurs villes. Les corps furent enterrés secrètement, les documents détruits et le bilan officiel des victimes fut réduit pour dissimuler l'ampleur du massacre. Ce qui avait commencé comme une purge interne devint la première démonstration que le régime nazi pouvait éliminer n'importe qui, même ses propres fondateurs. Quel secret se cachait derrière la version officielle? Pourquoi la violence était-elle justifiée comme une loi? Et quelles conséquences cachées ce massacre a-t-il eu sur l'avenir du Troisième Reich? L'ascension d'Hitler, le dilemme du partage du pouvoir. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier du Reich allemand, une décision politique que beaucoup de ses contemporains considéraient comme temporaire. Le président Paul von Hindenburg avait finalement cédé aux pressions, mais il conservait de larges pouvoirs constitutionnels, notamment le commandement suprême de la Reichswehr, la possibilité de dissoudre le Reichstag et le droit de nommer et de révoquer les chanceliers. L'Allemagne demeurait formellement une république parlementaire sous la constitution de Weimar, et Hitler entama son mandat avec des limitations institutionnelles considérables. La composition du cabinet reflétait cette réalité. Seuls 3 des 11 ministres appartenaient au Parti national-socialiste allemand. Les autres étaient des conservateurs liés à Franz von Papen, nommé vice-chancelier avec la mission explicite de contrôler les ambitions d'Hitler. La présence d'Alfred Hugenberg, chef du Parti national populaire allemand, consolida cette alliance avec des secteurs de la droite traditionnelle. Le nouveau chancelier dut négocier chaque décision importante avec des alliés qui espéraient l'utiliser à leurs propres fins. Cette structure de partage du pouvoir fut complétée par la survie d'institutions autonomes. La Reichswehr conserva ses traditions prussiennes et ses officiers de carrière restèrent fidèles à Hindenburg et non au nouveau gouvernement. Les grands industriels avaient partiellement financé le mouvement nazi, mais ils attendaient de la stabilité et des politiques favorables à l'entreprise privée et non à des expériences révolutionnaires. La bureaucratie d'État, héritée de la République de Weimar et, dans certains cas, de l'Empire, fonctionnait selon des procédures établies, indépendantes du Parti national-socialiste. Cependant, Hitler disposait d'un atout que ses alliés conservateurs avaient sous-estimé, la SA ou Sturmabteilung, connue sous le nom de chemise brune. Sous la direction d'Ernst Röhm, cette organisation paramilitaire avait connu une croissance exponentielle depuis la fin des années 1920. En janvier 1933, elle comptait plus de 2,5 millions de membres, un chiffre stupéfiant comparé aux 100 000 soldats de la Reichswehr dont les effectifs étaient limités par le traité de Versailles. La SA représentait une armée parallèle dont la loyauté allait au parti nazi et non aux institutions traditionnelles de l'État. La fonction originelle de la SA était de mener des combats de rue contre les communistes, les sociaux-démocrates et autres opposants politiques. Durant les campagnes électorales, elle intimidait les électeurs et perturbait les rassemblements rivaux. Sa composition sociale la différenciait clairement de la Reichswehr. Elle était principalement composée de chômeurs, d'ouvriers et d'anciens combattants frustrés par la défaite de 1918. Alors que l'armée professionnelle défendait des codes d'honneur aristocratiques, la SA répondait à une logique de combat politique massif et violent. Les premiers mois de 1933 démontrèrent l'efficacité de cette force paramilitaire dans la consolidation du pouvoir nazi. La SA participa activement à la répression des opposants politiques et à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles qui transformèrent le système politique allemand. Ce processus réduisit considérablement le pluralisme politique allemand, mais n'élimina pas tous les centres de pouvoir autonomes. La Reichswehr conserve sa structure professionnelle et ses liens avec Hindenburg. Les milieux industriels conservèrent leur influence économique. La bureaucratie fonctionnait selon des procédures établies. Hitler avait pris le contrôle du système politique officiel, mais il comptait toujours sur la coopération de ces secteurs pour gouverner efficacement. La tension centrale au sein du régime résultait de cette contradiction.
La SA espérait que son rôle dans la montée du nazisme se traduirait par une profonde transformation sociale. Röhm et ses partisans parlaient ouvertement d'une seconde révolution qui éliminerait les élites traditionnelles et instaurerait un nouvel ordre. Cette perspective entrait en conflit direct avec les intérêts des conservateurs, des industriels et des militaires qui avaient accepté Hitler précisément pour éviter une révolution sociale. La Reichswehr considérait les SA comme une menace existentielle. Les généraux se méfiaient de cette masse armée, largement supérieure en nombre à l'armée de métier. Werner von Blomberg, ministre de la Défense, et Werner von Fritsch, chef d'état-major, mirent en garde Hitler à plusieurs reprises contre l'incompatibilité entre ses ambitions de réarmement et l'existence d'une force paramilitaire incontrôlée. Les industriels partageaient ces préoccupations d'un point de vue économique. Ils avaient financé le NSDAP, espérant une stabilité politique et une protection contre le communisme. La rhétorique révolutionnaire des SA visant à supplanter les capitalistes et à instaurer le national-socialisme mettait en péril leurs investissements et leur statut social. Des personnalités comme Gustav Krupp et Fritz Thyssen commencèrent à faire discrètement pression sur Hitler pour qu'il mette un frein à ses chemises brunes. Hindenburg représentait le symbole le plus puissant de cette résistance conservatrice. Le vieux maréchal incarnait la continuité avec l'Empire allemand et exerçait une autorité morale sur de larges pans de la population. Sa méfiance envers les SA était notoire et sa capacité à destituer Hitler en déclarant la loi martiale constituait une réelle menace pour la stabilité du nouveau régime. En 1933 et au début de 1934, ces tensions s'intensifièrent progressivement. Hitler se retrouva pris entre les attentes révolutionnaires des SA et les exigences conservatrices d'ordre et de stabilité. Conserver le soutien de Röhm signifiait risquer la coopération de l'armée, de l'industrie et de Hindenburg. Sacrifier les SA signifiait trahir la force qui avait porté le parti au pouvoir et affronter la résistance de millions de chemises brunes armées. L'équilibre devint de plus en plus précaire. Röhm intensifia ses déclarations sur la nécessité de poursuivre la révolution et d'évincer les réactionnaires. Les généraux exprimèrent une impatience croissante face à l'indiscipline des SA. Les industriels menacèrent de retirer leur soutien si la stabilité n'était pas garantie. Hindenburg fit clairement comprendre que sa tolérance avait des limites. Dans ce contexte de tensions croissantes, des personnalités telles que Heinrich Himmler, Hermann Göring et Reinhard Heydrich commencèrent à élaborer des plans pour résoudre la crise en éliminant physiquement Röhm et son entourage. La conspiration qui couvait durant les premiers mois de 1934 répondait autant à des ambitions personnelles qu'à la logique politique du moment. Le régime nazi traversait sa première crise interne grave et sa résolution déterminerait son évolution future. Ernst Röhm et la SA, une armée au sein du parti. Ernst Röhm incarnait l'esprit révolutionnaire le plus radical du national-socialisme. Né en 1887 à Munich, il forgea sa personnalité dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, où il servit comme officier et fut blessé à plusieurs reprises. Les cicatrices faciales qu'il garda de ces combats marquèrent non seulement son apparence physique, mais aussi sa vision du monde. Il croyait fermement que la violence était l'instrument naturel pour résoudre les conflits politiques. Après la défaite de l'Allemagne et l'effondrement de l'Empire, Röhm s'engagea activement dans les Freikorps, forces paramilitaires combattant les insurrections communistes en Bavière. Il y développa son expérience du combat urbain et consolida un réseau de contacts parmi les vétérans mécontents. Son aptitude à organiser et à commander des hommes armés fit de lui une figure respectée dans les milieux d'extrême droite du sud de l'Allemagne. C'est précisément dans ce contexte qu'il noua ses premiers liens avec Adolf Hitler. La relation entre les deux hommes remontait aux origines mêmes du mouvement nazi. Röhm avait participé à la création de la Sturmabteilung, ces sections d'assaut qui servaient initialement de garde de protection lors des rassemblements du parti. Son expérience militaire et ses relations avec d'anciens soldats furent déterminantes pour transformer ce petit groupe de protection en une organisation paramilitaire de grande envergure. Dans les années 1920, tandis qu'Hitler élaborait la stratégie politique du mouvement, Röhm se concentrait sur le renforcement des forces physiques nécessaires à son soutien. L'expansion des SA sous sa direction fut extraordinaire.
De quelques centaines d'hommes au début des années 1920, l'organisation atteignit des dimensions colossales qui rivalisaient avec les institutions étatiques traditionnelles. Cette masse humaine n'était pas une simple milice politique. Elle représentait un mouvement social complet, avec sa propre culture, ses propres hiérarchies et ses propres aspirations. Les chemises brunes avaient leurs propres grades, cérémonies, chants et codes d'honneur qui rivalisaient avec ceux de l'armée traditionnelle. La composition sociale des SA reflétait les tensions de la République de Weimar. Ses rangs étaient principalement composés de chômeurs, d'ouvriers, d'anciens combattants sans perspectives économiques et de jeunes hommes issus des classes moyennes, appauvris par l'inflation et la crise économique. Pour ces hommes, les SA offraient ce que la société allemande leur avait refusé: dignité, sens du devoir et promesse d'un avenir meilleur. Röhm comprenait parfaitement cette psychologie et la canalisait vers des objectifs politiques concrets. L'idéologie développée par Röhm pour les SA différait sensiblement de la ligne adoptée par Hitler dans ses négociations avec les secteurs conservateurs. Tandis que le futur Führer recherchait des accords tactiques avec les industriels et les soldats de métier, Röhm prônait une véritable révolution sociale. Sa conception du national-socialisme incluait l'élimination des distinctions de classe, la destruction des privilèges aristocratiques et la création d'une nouvelle élite fondée sur le mérite révolutionnaire et le sacrifice pour la patrie. Cette vision eut des implications concrètes pour l'organisation de l'État allemand. Röhm considérait la Reichswehr comme le symbole du passé, une armée de caste dominée par des officiers aristocratiques ayant perdu la guerre et accepté l'humiliation du traité de Versailles. La SA, à ses yeux, incarnait l'avenir, une armée populaire composée d'Allemands authentiques, prêts à se battre pour la restauration nationale. Son objectif déclaré était d'intégrer la Reichswehr à la SA, créant ainsi une force militaire unifiée sous son commandement personnel. Les déclarations publiques de Röhm à ce sujet ne laissaient aucun doute sur ses intentions. Lors de discours prononcés devant des rassemblements de chemises brunes, il affirmait que la révolution nationale socialiste venait à peine de commencer. Il utilisait des termes comme « seconde révolution » pour décrire la phase qui suivrait la prise du pouvoir, une étape où les SA joueraient un rôle de premier plan. Cette rhétorique perturba profondément les secteurs conservateurs qui avaient soutenu l'ascension d'Hitler. La relation personnelle entre Hitler et Röhm compliquait la situation. Il s'adressait familièrement utilisant le « du » informel au lieu du « si » formel. Röhm était l'un des rares dirigeants nazis à se permettre d'exprimer ouvertement son désaccord avec le Führer, ce qu'il interprétait comme une preuve de son importance au sein du mouvement. Cette confiance commença cependant à se révéler problématique lorsque Hitler dut faire preuve de respectabilité devant un public conservateur. Les tensions étaient exacerbées par des différences de style et de méthode. Hitler avait développé une compréhension sophistiquée du pouvoir politique qui incluait le recours à la propagande, la manipulation de l'opinion publique et la construction d'alliances tactiques. Röhm, en revanche, s'appuyait sur des méthodes plus directes: l'intimidation physique, la démonstration de force et l'imposition par la violence. Pour lui, la politique était un prolongement de la guerre et les SA en étaient l'instrument naturel. L'homosexualité de Röhm était connue dans les cercles internes du parti, même si elle n'était pas évoquée publiquement. Hitler avait protégé son ancien camarade des critiques des secteurs conservateurs du mouvement, arguant que sa vie privée était sans importance comparée au service rendu au national-socialisme. Cependant, cette situation constituait un élément vulnérable que les ennemis internes pouvaient exploiter le moment venu. En 1933, tandis qu'Hitler consolidait son pouvoir de chancelier, Röhm intensifia ses revendications pour un rôle de premier plan pour les SA. Il présenta des propositions officielles visant à absorber la Reichswehr et prononça des discours critiquant la modération du Führer. Lors de conversations privées, il exprima même son mépris pour Hitler, une attitude qui reflétait sa frustration croissante face à la direction du régime. Sous Röhm, les SA fonctionnaient comme un État dans l'État. Elles disposaient de leurs propres tribunaux internes, services de renseignement et systèmes de financement. Elles contrôlaient des secteurs de plusieurs villes allemandes où l'autorité officielle était purement nominale. Leurs chefs régionaux agissaient comme des chefs de guerre locaux, prenant des décisions souvent en contradiction avec les directives du gouvernement central.
Cette autonomie représentait à la fois la force et la faiblesse fondamentale de l'organisation. La croissance numérique de la SA avait engendré des problèmes de contrôle interne. Avec plus de 3 millions de membres répartis dans toute l'Allemagne, Röhm ne pouvait superviser directement toutes les activités de l'organisation. De nombreux dirigeants locaux interprétaient la rhétorique révolutionnaire selon leurs propres critères, ce qui entraînait parfois des excès qui compromettaient l'image du régime auprès des milieux conservateurs. La structure hiérarchique des SA reproduisait celle de l'armée traditionnelle, mais avec des éléments distinctifs reflétant son caractère révolutionnaire. Les grades portaient des noms spécifiques et les uniformes comportaient des symboles visuellement comparables à ceux de l'armée professionnelle. Les cérémonies des SA comprenaient des rituels de prestation de serment qui soulignaient la loyauté personnelle envers Röhm et le mouvement national-socialiste, établissant ainsi une chaîne de commandement potentiellement rivalisant avec celle de l'État. La pression exercée par Röhm sur Hitler pour radicaliser le régime s'intensifia durant les premiers mois de 1934. En janvier de la même année, il présenta officiellement sa proposition de fusion avec la Reichswehr au ministre Werner von Blomberg, qui la rejeta catégoriquement. Ce refus officiel permit à Röhm d'affirmer que des réactionnaires sabotaient la révolution nationale-socialiste au sein même du gouvernement. Les ambitions de Röhm dépassaient le cadre militaire pour englober les aspects sociaux et économiques. Il parlait de créer une nouvelle aristocratie fondée sur le service à la patrie où les vétérans des SA occuperaient des postes de direction dans tous les secteurs de la société allemande. Cette vision impliquait le remplacement des élites traditionnelles, ce qui alarma tant les conservateurs que certains secteurs du parti nazi qui avaient noué des liens avec ces élites. La tension croissante entre les aspirations de Röhm et les exigences politiques d'Hitler créa une situation intenable qui exigeait une solution. Les SA avaient joué leur rôle historique en portant le parti au pouvoir, mais leur persistance en tant que force autonome menaçait la stabilité du régime qu'elles avaient contribué à créer. La conspiration contre Röhm, le plan visant à éliminer la SA. Heinrich Himmler percevait l'ascension d'Ernst Röhm avec un mélange de calculs politiques et d'ambition personnelle. À la tête de la SS, Himmler avait bâti une organisation techniquement dépendante de la SA, mais fonctionnant en pratique selon des principes totalement différents. Tandis que Röhm dirigeait une milice de masse composée d'éléments populaires, Himmler aspirait à créer une élite choisie selon des critères raciaux et une loyauté absolue. L'existence de la SA comme force dominante constituait un obstacle direct à ses projets de faire de la SS le cœur du nouvel ordre allemand. La stratégie d'Himmler reposait sur la patience et l'accumulation progressive du pouvoir. En 1933, tandis que Röhm affrontait publiquement les factions conservatrices, Himmler établit des contacts discrets avec des personnalités influentes du régime. Son collaborateur le plus précieux fut Reinhard Heydrich, un ancien officier de marine qui avait développé des compétences exceptionnelles en matière d'espionnage et de manipulation de l'information. Ensemble, ils construisirent un réseau de renseignements qui leur fournissait des informations détaillées sur les activités des dirigeants des SA. Hermann Göring rejoignit cette conspiration depuis une position de pouvoir différente. Ministre prussien de l'Intérieur, il contrôlait les forces de police du plus important État allemand et disposait de ressources considérables pour mener des opérations secrètes. Göring considérait Röhm comme un concurrent dans la lutte d'influence contre Hitler, mais aussi comme une menace pour la stabilité dont il avait besoin pour consolider sa position au sein du régime. Sa participation à la conspiration lui assura le soutien d'Himmler et de Heydrich lors des futures luttes de pouvoir. Le travail de renseignement dirigé par Heydrich se concentrait sur la documentation des liens présumés entre la SA et les ennemis du régime. Par l'intermédiaire du SD, le service de sécurité de la SS, des rapports furent fabriqués, présentant Röhm comme le centre d'une vaste conspiration. Ces documents affirmaient que le chef de la SA entretenait des contacts secrets avec des diplomates français, recevait des fonds étrangers et préparait un coup d'État pour la mi-1934. La méthodologie était simple mais efficace. Des rencontres de routine étaient interprétées comme des réunions de conspiration. Des commentaires critiques étaient exagérés et transformés en preuves de trahison. La constitution de ce faux dossier exigeait un certain degré de plausibilité pour être convaincante.
Heydrich utilisa de véritables déclarations de Röhm sur la nécessité de poursuivre la révolution, mais les présenta comme des preuves de son intention de renverser Hitler. Des photographies de dirigeants des SA lors de réunions sociales furent recontextualisées pour représenter des réunions de conspiration. Des conversations enregistrées sur écoute furent éditées afin d'éliminer le contexte et de mettre en évidence les phrases susceptibles d'être interprétées comme subversives. Franz von Papen représentait la pression extérieure qui complétait ses manœuvres internes. Le vice-chancelier conservateur intensifia publiquement ses critiques de l'orientation du régime, culminant dans son discours de Marbourg, où il appelait au retour à la légalité constitutionnelle. Bien qu'il ne mentionne pas spécifiquement Röhm, son message fut interprété comme un avertissement direct contre les ambitions révolutionnaires. Le discours de Marbourg eut des conséquences immédiates. Goebbels en interdit la publication dans la presse, mais le texte avait déjà circulé dans les milieux conservateurs et les diplomates étrangers. Pour Hitler, l'intervention de Papen représentait un signe alarmant de la perte du soutien de secteurs qui avaient joué un rôle crucial dans son accession au pouvoir. La pression s'intensifia lorsque Hindenburg exprima son soutien aux propos de son vice-chancelier. Les milieux d'affaires allemands avaient suivi la rhétorique révolutionnaire de Röhm avec une inquiétude croissante. Des industriels comme Gustav Krupp et Fritz Thyssen avaient investi des sommes considérables pour soutenir le parti nazi, espérant une stabilité politique et des politiques favorables au capital. La perspective d'une seconde révolution qui renverserait les élites économiques traditionnelles menaçait directement leurs intérêts. Par des canaux discrets, ces secteurs firent comprendre à Hitler que leur future collaboration dépendait de son contrôle des SA. Hindenburg incarnait l'autorité traditionnelle qui pouvait encore limiter l'action d'Hitler. En juin 1934, le président vieillissant lança son ultimatum. Si Hitler ne contrôlait pas les SA, il déclarerait la loi martiale et transférerait le pouvoir à l'armée. Pour constituer le dossier contre Röhm, il fallait des éléments susceptibles de le discréditer non seulement politiquement, mais aussi moralement. L'homosexualité du chef des SA constituait cet élément supplémentaire. Heydrich rassembla des témoignages et des informations sur la vie privée de Röhm et d'autres dirigeants des SA, les présentant comme des preuves de corruption morale. Dans le contexte social des années 1930, ces accusations eurent un impact dévastateur sur la réputation du public. Le dossier comprenait des descriptions détaillées d'orgies présumées et de comportements qui contredisaient l'image de discipline que les SA cherchaient à projeter. La chronologie du complot s'accéléra durant les dernières semaines de juin 1934. Les conspirateurs avaient réussi à convaincre Hitler qu'il était confronté à une menace immédiate, mais il leur fallait un moment opportun pour agir. La décision de convoquer les dirigeants des SA à une réunion à Bad Wissey offrit l'occasion idéale. Röhm avait planifié cette réunion comme une démonstration d'unité au sein du mouvement. Ses ennemis s'en serviraient comme d'un piège pour l'éliminer. Joseph Goebbels joua un rôle crucial dans la préparation de la propagande de l'opération. En tant que ministre de la propagande, il était chargé de construire le récit public justifiant les événements. Goebbels rédigea des communiqués présentant toute action contre la SA comme une mesure préventive contre un coup d'État imminent. Sa stratégie incluait la diffusion immédiate d'accusations d'homosexualité contre Röhm, utilisant la morale sexuelle comme arme politique pour délégitimer la SA aux yeux de l'opinion publique conservatrice. La participation des unités militaires à l'opération exigeait une coordination minutieuse. Bien que la Reichswehr ne participe pas directement aux arrestations et aux exécutions, sa neutralité bienveillante était essentielle au succès du plan. Les généraux avaient clairement indiqué qu'ils accueilleraient favorablement l'élimination de leur rival, mais qu'ils devaient maintenir une distance officielle afin de préserver leur réputation professionnelle. Cette attitude permettait aux conspirateurs de compter sur l'absence d'intervention de l'armée pour protéger les SA. Les SS de Himmler allaient devenir l'instrument de la purge. Leur taille réduite par rapport aux SA était compensée par leur organisation et leur discipline supérieure. Heydrich avait identifié les chefs SA à éliminer et avait préparé des listes détaillées avec noms, adresses et routines. Les SS bénéficiaient d'un avantage en termes de préparation et de surprise, tandis que les SA, confiantes dans leurs liens historiques avec Hitler, ne s'attendaient pas à une attaque interne.
L'opération nécessitait également l'élimination de personnalités extérieures au SA qui représentaient une menace potentielle pour le régime. Gregor Strasser, ancien dirigeant de l'aile gauche du parti nazi, figurait sur les listes de cibles. Kurt von Schleicher, ancien chancelier qui avait tenté de freiner l'ascension d'Hitler, était également visé. Ces noms supplémentaires transformèrent l'opération, passant d'une simple purge interne à une liquidation plus large des opposants politiques. Le climat de conspiration avait atteint son paroxysme lorsque Hitler reçut des informations selon lesquelles Röhm avait avancé ses prétendus plans de coup d'État. Ces rapports, fabriqués de toutes pièces par Heydrich, affirmaient que les SA se prépareraient à agir durant le week-end du 30 juin. L'urgence artificielle créée par ces fausses informations fournissait la justification ultime dont Hitler avait besoin pour autoriser l'opération. Le piège était parfaitement tendu et le moment de l'exécuter était arrivé. Opération Colibri, la nuit des longs couteaux. Le 29 juin 1934, Hitler assista au mariage de Joseph Terboven à Essen, conservant une apparence de normalité tandis que les derniers préparatifs de l'opération se déroulaient en secret. Depuis la célébration, il avait établi des contacts téléphoniques avec ses principaux collaborateurs. Göring resta à Berlin pour coordonner les forces de police prussiennes. Himmler supervisa la mobilisation des unités SS dans différentes villes allemandes. Goebbels avait préparé les communiqués qui justifieraient publiquement les événements qui allaient se dérouler. La convocation des dirigeants de la SA à l'hôtel Hanselbauer de Bad Wissee s'était déroulée comme prévu. Röhm et son entourage proche s'étaient rendus au terme bavarois, croyant participer à une conférence d'unité avec Hitler. Edmund Heines, chef de la SA en Silésie, et d'autres dirigeants régionaux étaient déjà arrivés à l'hôtel. La concentration des cibles clés en un seul lieu simplifiait grandement la logistique de l'opération. Dans la nuit du 29 au 30 juin, Hitler reçut des rapports urgents de Göring concernant des mouvements suspects de SA à Berlin. Ces rapports, préparés au préalable par Heydrich, décrivaient des concentrations de chemises brunes se préparant soi-disant à occuper des bâtiments gouvernementaux. L'information était totalement fausse, mais elle fournissait la justification ultime dont Hitler avait besoin pour autoriser une action immédiate. Le mot de code « Colibri » fut transmis par Goebbels à Göring peu après minuit le 30 juin. Ce signal déclencha simultanément des opérations dans plusieurs villes allemandes. À Berlin, les unités SS et la police prussienne commencèrent à arrêter les dirigeants des SA à leur domicile. Les listes établies par Heydrich guidèrent ces arrestations avec une précision chirurgicale. Les cibles étaient surprises aux premières heures du matin, lorsque la résistance était la moins probable. Hitler quitta Essen en avion pour Munich, accompagné de sa garde personnelle et d'un groupe d'officiers SS triés sur le volet. Le vol se déroula dans un silence tendu, tandis que le Führer examinait mentalement les arguments qu'il utiliserait pour justifier son action. À son atterrissage dans la capitale bavaroise, il se rendit directement au commissariat de police local pour s'assurer de la coopération des autorités régionales. L'arrivée à l'hôtel Hanselbauer eut lieu peu avant 7 heures du matin. Hitler entra dans le bâtiment, accompagné d'officiers SS armés, monta directement au 2e étage et se rendit dans la chambre de Röhm. L'entretien entre les deux anciens camarades ne dura que quelques minutes. Hitler accusa Röhm de trahison, l'informa de son arrestation et ordonna son transfert immédiat à la prison de Stadelheim, à Munich. La surprise fut totale. Röhm n'opposa aucune résistance physique et y fut conduit sans incident. Dans la pièce voisine, Edmund Heines fut retrouvé au lit à côté d'un jeune adjudant des SA. Tous deux furent exécutés sur le champ sur ordre direct d'Hitler. Cet épisode fournit l'élément déclencheur du scandale sexuel que Goebbels utiliserait plus tard pour justifier l'opération auprès d'un public conservateur. Des photographies de la scène furent prises comme preuve de la prétendue corruption morale qui rongeait les SA. Les autres chefs SA séjournant à l'hôtel furent systématiquement arrêtés, chambre après chambre. Karl Ernst, chef des SA à Berlin, fut arrêté alors qu'il préparait sa lune de miel. August Schneiduber, chef des SA bavaroises, fut également capturé sans aucune chance de résistance. En moins d'1 heure, la direction des SA était complètement démantelée dans son propre bastion de Bad Wissee. Au même moment, les opérations à Berlin atteignirent leur paroxysme. Kurt von Schleicher, ancien chancelier allemand,
fut assassiné à son domicile avec son épouse Elisabeth. Les auteurs, des SS, s'étaient introduits dans la maison sous prétexte de procéder à une arrestation. Gregor Strasser, ancien rival d'Hitler au sein du parti nazi, fut arrêté à son domicile et conduit dans les caves de la Gestapo, où il fut exécuté par Heydrich en personne. Erich Klausener, dirigeant de l'Action catholique et critique du régime, fut assassiné dans son bureau au ministère des Transports. Herbert von Bose, proche collaborateur de Franz von Papen, subit le même sort. Ces meurtres étendirent la purge au-delà des SA, incluant des opposants politiques de diverses tendances, auparavant voués à l'élimination. Le bureau du vice-chancelier Papen fut encerclé par les SS. Bien que Papen lui-même ait été assigné à résidence plutôt qu'exécuté, plusieurs membres de son entourage furent assassinés. Cette action envoya un message clair au milieu conservateur. Même les hauts fonctionnaires pouvaient être pris pour cible s'ils s'opposaient à Hitler. À la prison de Stadelheim, les exécutions commencèrent l'après-midi du 30 juin. Les prisonniers étaient appelés individuellement par leur nom, conduits dans la cour et fusillés par les pelotons d'exécution de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, sous le commandement de Sepp Dietrich. La procédure était rapide et sans formalité. Pas de lecture de l'acte d'accusation, pas de procès verbal, juste l'exécution immédiate. Parmi les victimes de Stadelheim figuraient August Schneiduber, Wilhelm Schmid et des dizaines de dirigeants régionaux des SA. Les exécutions se poursuivirent toute la nuit du 30 juin au 1er juillet. Les corps furent immédiatement retirés et enterrés dans des fosses communes anonymes, éliminant ainsi toute possibilité qu'ils deviennent des symboles pour de futurs opposants. La situation de Röhm posait un dilemme particulier à Hitler. Contrairement à d'autres dirigeants des SA, il ne pouvait être exécuté sommairement sans explication. Son passé de fondateur des SA et son amitié personnelle avec Hitler exigeaient un traitement différent. Le 1er juillet, Hitler autorisa la possibilité du suicide en guise de reconnaissance pour ses services passés au mouvement. 2 officiers SS, Theodor Eicke et Michael Lippert, entrèrent dans la cellule de Röhm à la prison de Stadelheim. Ils lui tendirent un pistolet chargé et lui dirent qu'il avait 10 minutes pour s'en servir. Röhm déclina l'offre, répliquant que s'il devait mourir, il préférait que ce soit aux mains des Allemands plutôt que de lui-même. Passé ce délai, Lippert lui tira dessus à plusieurs reprises, mettant fin à la vie de celui qui avait bâti la branche armée du national-socialisme. Les opérations s'étendirent à des villes comme Wrocław, Hanovre, Dortmund et Stuttgart. À chaque endroit, les commandants SS locaux exécutaient des listes de cibles spécifiques. La coordination était remarquable compte tenu des limitations de communication de l'époque. Les unités opéraient avec une connaissance précise des noms, adresses et habitudes de leurs victimes, reflétant le travail de renseignement antérieur effectué par le SD de Heydrich. Dans de nombreux cas, les exécutions se déroulaient à domicile afin d'éviter les rassemblements susceptibles de susciter une résistance organisée. Les méthodes variaient selon les circonstances locales. Certaines cibles étaient abattues immédiatement après leur arrestation, d'autres étaient emmenées dans des lieux isolés où elles pouvaient être éliminées sans témoin. La diversité des méthodes reflétait la délégation d'autorité aux commandants locaux dans un cadre opérationnel général. Le 2 juillet marqua la fin officielle de l'opération. Hitler déclara la fin des mesures exceptionnelles et autorisa la publication d'une version simplifiée des événements. Selon le communiqué officiel, le gouvernement avait découvert et démantelé un complot contre l'État, mené par des traîtres qui préparaient un coup d'État. Le bilan officiel fut établi à 85 morts, bien que des estimations ultérieures suggèrent que le nombre réel était considérablement plus élevé. La destruction des documents commença immédiatement après la fin de l'opération. Les SS éliminèrent systématiquement les preuves de planification préalable et les listes de cibles. Les rapports détaillés sur les méthodes d'exécution furent classés secrets ou détruits. Cette élimination des traces rendit plus difficile par la suite l'établissement de l'ampleur exacte de la purge et des critères spécifiques de sélection des victimes. Exécution et propagande, la machine de la terreur nazie. La Leibstandarte SS Adolf Hitler opérait avec une efficacité mécanique dans la cour de la prison de Stadelheim. Sous le commandement de Sepp Dietrich, ses soldats d'élite avaient industrialisé les exécutions. Les condamnés étaient conduits hors de leur cellule à intervalles réguliers de 15 minutes.
Il n'y eut ni cérémonie ni dernier mot. Simplement l'ordre de se positionner contre le mur, le tir des fusils et l'enlèvement immédiat du corps. Dietrich avait reçu des instructions précises d'Hitler concernant la procédure. Les exécutions devaient avoir lieu sans témoins extérieurs et les corps devaient être immédiatement retirés. Des équipes spécialisées transportèrent les corps dans des camions bâchés vers des fosses communes préparées à l'avance dans la banlieue de Munich. Les inhumations se déroulaient sans identification individuelle, les restes étant mélangés afin d'empêcher toute reconnaissance ou commémoration ultérieure. À Berlin, les méthodes différaient selon les circonstances spécifiques de chaque cas. Kurt von Schleicher fut assassiné dans son bureau par une escouade de 3 SS qui fit irruption dans l'après-midi du 30 juin. L'ancien chancelier prit une arme mais fut abattu avant d'avoir pu se défendre. Son épouse Elisabeth, témoin de la scène, fut également éliminée pour empêcher tout autre témoignage. Les bourreaux perquisitionnèrent la maison pour confisquer des documents avant de déclarer l'incident comme une résistance à l'arrestation. Gregor Strasser connut un sort différent dans les caves de la Gestapo rue Prinz Albrecht. Heydrich supervisa personnellement son exécution, utilisant des méthodes combinant interrogatoire psychologique et violence physique. Strasser fut soumis à des heures d'accusation concernant sa prétendue trahison envers le mouvement avant d'être abattu d'une balle dans la nuque. Son corps fut incinéré dans les locaux de la Gestapo, effaçant ainsi toute trace matérielle. Les meurtres commis dans des domiciles privés suivaient des schémas établis par l'expérience des SS en matière d'opérations clandestines. Les commandos arrivaient en voiture civile pour éviter d'attirer l'attention des voisins. Ils utilisaient de faux papiers identifiant les auteurs comme des agents de la police criminelle ou des agents de la sécurité d'État. Les victimes étaient éliminées à l'aide d'armes silencieuses chaque fois que possible ou par des méthodes simulant des accidents domestiques. L'exécution d'Erich Klausener au ministère des Transports nécessitait une logistique plus complexe. Le bâtiment gouvernemental était surveillé de près et de nombreux témoins potentiels étaient présents. Les assassins y pénétrèrent, pendant les heures de bureau habituelles, se présentèrent comme des agents de la Gestapo procédant à une arrestation de routine et conduisirent Klausener à son bureau. Là, ils lui tirèrent une balle dans la tête et mirent en scène un suicide. La version officielle affirmait que Klausener s'était donné la mort après la découverte de son implication dans le complot contre Hitler. Herbert von Bose, collaborateur de Franz von Papen, fut assassiné dans des circonstances similaires au sein de la chancellerie. Sa mort servit à intimider directement le vice-chancelier, démontrant que même des fonctionnaires de haut rang travaillant dans des bâtiments officiels pouvaient être éliminés sans conséquence. Le message était sans équivoque. La proximité du pouvoir ne garantissait pas la protection en cas d'opposition à la volonté d'Hitler. Les SS élaborèrent des protocoles spécifiques pour minimiser la résistance des victimes. Les arrestations étaient effectuées aux premières heures du matin, lorsque les cibles étaient désorientées par leur sommeil. L'effet de surprise était exploité par des raids simultanés sur plusieurs points d'accès. Les commandos comprenaient toujours du personnel expérimenté en combat urbain afin de neutraliser rapidement toute tentative de résistance armée. Les méthodes d'élimination physique variaient selon des considérations logistiques. Dans les zones urbaines densément peuplées, on privilégiait les armes à feu silencieuses ou les méthodes peu bruyantes. Dans les zones rurales ou isolées, on utilisait des armes conventionnelles sans se soucier du bruit. Certaines cibles étaient étranglées manuellement afin d'éliminer complètement les preuves balistiques. La diversité des méthodes répondait aux instructions d'Himmler concernant la nécessité d'adapter les techniques à chaque situation spécifique. Joseph Goebbels coordonna simultanément la construction du récit public justifiant ces assassinats. Depuis le ministère de la Propagande, il supervisa la préparation de communiqués présentant les événements comme une opération de défense nationale contre les conspirateurs. Sa stratégie comportait 3 éléments centraux: l'ampleur de la menace supposée neutralisée, l'efficacité de la réponse du gouvernement et la corruption morale des personnes éliminées. L'homosexualité de Röhm devint l'élément de propagande le plus exploité. Goebbels utilisa cette information pour discréditer rétrospectivement l'ensemble des dirigeants des SA auprès des publics conservateurs. La sexualité devint ainsi une arme politique complétant les accusations de trahison militaire. Les victimes furent systématiquement dépouillées de leur humanité par la propagande officielle. Goebbels employa des termes comme «
traître, corrompu et ennemi du peuple pour décrire des personnes qui, quelques jours plus tôt encore, étaient présentées comme des héros du mouvement national-socialiste. Cette réécriture de l'histoire récente démontra la capacité du régime à manipuler la mémoire collective au gré des impératifs politiques du moment. Le chiffre officiel de 85 victimes fut délibérément minimisé afin de minimiser l'impact psychologique sur la population allemande. Goebbels pensait qu'un nombre excessivement élevé pouvait susciter des inquiétudes quant à la stabilité du régime ou susciter de la sympathie pour les victimes. Le chiffre retenu suggérait une opération chirurgicale contrôlée et non un massacre aveugle. Des recherches ultérieures ont établi que le nombre réel de personnes exécutées dépassait probablement les 200, y compris les victimes secondaires et les cas non officiellement documentés. La destruction systématique des preuves commença immédiatement après les exécutions. Les SS incinérèrent les documents relatifs à la planification opérationnelle, les listes de cibles et les rapports détaillés sur les méthodes employées. Les dossiers médicaux des autopsies furent falsifiés ou supprimés. Les photographies compromettantes furent conservées de manière sélective. Seules celles utiles à des fins de propagande furent conservées, tandis que celles susceptibles de démontrer la brutalité des méthodes employées furent détruites. Les lieux d'inhumation étaient tenus totalement secrets afin d'empêcher tout pèlerinage ou commémoration ultérieure. Les familles des victimes n'étaient pas informées de l'emplacement des restes. Dans de nombreux cas, il leur était interdit d'organiser des cérémonies funéraires ou de publier des avis de décès dans la presse. Ce déni des rituels de deuil habituels faisait partie d'une stratégie visant à effacer la mémoire des victimes. L'efficacité de l'appareil répressif démontré lors de la nuit des longs couteaux a établi des précédents opérationnels qui seraient systématiquement appliqués par la suite. Les protocoles élaborés pour les arrestations massives, les exécutions sommaires et l'élimination des preuves ont été affinés et étendus pour être utilisés contre d'autres groupes cibles. L'expérience technique acquise en 1934 a fourni la base méthodologique des opérations répressives massives du Troisième Reich. Les unités SS impliquées dans l'opération furent récompensées par des promotions et des décorations spéciales. Sepp Dietrich reçut une reconnaissance personnelle d'Hitler pour son efficacité à Stadelheim. Theodor Eicke, l'exécuteur direct de Röhm, fut promu au commandement des camps de concentration, où il appliquerait à l'échelle industrielle les méthodes développées lors de la purge. Cette promotion des exécuteurs envoyait le message que la loyauté démontrée par des actes d'une violence extrême serait récompensée institutionnellement. La légitimation du crime, Hitler comme juge suprême. Le 3 juillet 1934, le cabinet du Reich se réunit en session extraordinaire pour examiner la situation créée par les événements des jours précédents. Les ministres présents connaissaient les détails essentiels des événements, mais ils avaient un besoin d'un cadre juridique qui transformerait les meurtres en actes d'État légitimes. Werner von Blomberg, ministre de la Défense, avait préparé un projet de loi visant à fournir ce cadre juridique. La loi approuvée ce matin-là comportait un seul article dont la brièveté dissimulait sa portée révolutionnaire. Le texte établissait que les mesures adoptées les 30 juin 1er et 2 juillet constituaient une légitime défense de l'État et étaient donc légales. Cette formulation éliminait toute possibilité d'enquête judiciaire ultérieure et dissimulait rétroactivement tous les actes commis durant l'opération. Carl Schmitt, le juriste le plus influent de l'époque, publia immédiatement une analyse qui jeta les bases théoriques de cette législation exceptionnelle. Son article « Le Führer protège la loi » affirmait que, dans les situations d'urgence existentielle, le dirigeant politique incarnait la source ultime de la légalité. Selon Schmitt, Hitler n'avait pas violé la loi, mais l'avait créée par sa décision souveraine. Cette doctrine transformait la volonté personnelle du Führer en critère suprême de l'égalité. L'argumentation de Schmitt reposait sur la distinction entre légalité formelle et légitimité substantielle. Les procédures judiciaires ordinaires, soutenait-il, étaient inadéquates pour faire face à des menaces extraordinaires mettant en péril l'existence même de l'État. Dans de telles circonstances, l'autorité suprême devait agir directement et immédiatement, créant le droit par sa décision. La purge avait été, de ce point de vue, un acte de création juridique et non de destruction juridique.
Werner von Blomberg publia une déclaration officielle au nom de la Reichswehr, exprimant sa gratitude à Hitler pour avoir éliminé la menace que les SA représentaient pour la discipline militaire. Le communiqué du ministère de la Défense soulignait que l'armée avait retrouvé sa place de seule force armée légitime de l'Allemagne. Cette déclaration publique de l'établissement militaire conférait une légitimité institutionnelle cruciale aux actions d'Hitler. Paul von Hindenburg, depuis sa résidence de Neudeck, envoya un télégramme de félicitations qui devint un élément central de la justification officielle. Le message du président exprimait sa gratitude pour avoir sauvé le peuple allemand de graves dangers intérieurs et pour avoir rétabli la tranquillité et l'ordre. L'autorité morale d'Hindenburg, symbole vivant de la tradition allemande, apporta un soutien historique à l'opération. Les milieux industriels ont exprimé leur soutien par des déclarations publiques de leurs principales associations. Gustav Krupp, président de la Confédération de l'industrie allemande, a publié une déclaration saluant la décision d'Hitler de freiner les tendances révolutionnaires qui menaçaient la stabilité économique. Fritz Thyssen et d'autres magnats industriels ont exprimé des sentiments similaires, confirmant que le capital allemand soutenait les mesures prises. La bureaucratie d'État s'adapta rapidement à la nouvelle situation juridique. Les registres officiels furent modifiés pour indiquer que les victimes avaient été exécutées pour trahison contre l'État, plutôt que tuées extrajudiciairement. Les certificats de décès furent délivrés avec des causes de décès masquant les véritables circonstances. Les archives judiciaires supprimèrent toute référence à des enquêtes en cours sur les événements. Joseph Goebbels organisa une campagne de presse coordonnée présentant la légalisation rétroactive comme une mesure nécessaire et appropriée. Les journaux allemands publièrent des éditoriaux expliquant que des circonstances exceptionnelles avaient nécessité des méthodes exceptionnelles. Le récit officiel souligna que Hitler avait agi en sauveur de la nation face aux conspirateurs qui menaçaient de détruire l'Allemagne de l'intérieur. Le 13 juillet, Hitler se présenta devant le Reichstag pour présenter sa version définitive des événements. Son discours était soigneusement structuré, alliant justification juridique, récit héroïque et avertissement dissuasif. Le Führer se présenta comme un dirigeant ayant assumé la responsabilité personnelle de protéger l'Allemagne de ses ennemis intérieurs, agissant lorsque les institutions ordinaires se révélaient inadaptées. Lors de son discours, Hitler employa une terminologie spécifique qui redéfinit conceptuellement les faits. Il n'y eut pas de meurtre, mais des exécutions de traîtres. Il n'y eut pas de complot interne, mais une légitime défense de l'État. Il ne s'agissait pas de violence arbitraire, mais d'une justice sommaire administrée par le juge suprême du peuple allemand. Cette reformulation linguistique transforma les crimes en actes légitimes de l'État. Le discours comprenait une section consacrée à la justification de l'élimination des victimes non membres des SA. Hitler expliquait que l'opération avait profité de l'occasion pour purger définitivement la vie politique allemande d'éléments qui, bien que non directement impliqués dans le complot de Röhm, représentaient des menaces latentes pour la stabilité nationale. Cette extension rétroactive du champ opérationnel normalisait l'inclusion de cibles secondaires dans de futures actions similaires. Les députés du Reichstag, exclusivement affiliés au parti nazi depuis juillet de l'année précédente, ratifièrent à l'unanimité les paroles d'Hitler par une ovation debout. Cette approbation parlementaire constituait le sceau démocratique officiel qui parachevait la légitimation institutionnelle de la purge. Le Parlement allemand avait officiellement fait des exécutions extrajudiciaires une politique d'État approuvée. L'Église catholique allemande, par l'intermédiaire de ses principaux évêques, a publié des déclarations soigneusement formulées, évitant de condamner directement les violences, mais se félicitant de l'élimination des éléments considérés comme immoraux. La hiérarchie ecclésiastique a mis l'accent sur les aspects de corruption sexuelle attribués à Röhm et à ses associés, présentant la purge comme une purification morale nécessaire. Les organisations professionnelles allemandes, avocats, médecins, ingénieurs, enseignants, se sont publiquement alignés sur la justification officielle par des déclarations de leurs associations professionnelles. Ces déclarations ont institutionnalisé l'acceptation de la violence d'État sommaire parmi les élites instruites du pays. Cette légitimation a ainsi transcendé les cercles politiques pour englober de larges pans de la société civile. Les tribunaux allemands ont immédiatement mis fin à toutes les enquêtes sur les décès survenus pendant l'opération. Les juges ont reçu l'ordre de classer définitivement les affaires en cours.
Les procureurs ont été informés qu'ils ne devaient pas engager de poursuites liées aux événements. Cette paralysie du système judiciaire a parachevé l'immunité juridique des auteurs. Le principe établi par cette légitimation rétroactive transcendait le cas spécifique de la nuit des longs couteaux. En acceptant que la volonté d'Hitler puisse transformer des crimes en actes juridiques par décret ultérieur, les institutions allemandes avaient pratiquement éliminé toute limite légale au pouvoir du Führer. Toute action future pouvait être justifiée par le même mécanisme de légalisation rétroactive. La mort d'Hindenburg, le 2 août, leva le dernier obstacle formel à la concentration totale du pouvoir entre les mains d'Hitler. Le jour même de la mort du président, le cabinet adopta une loi fusionnant les fonctions de chancelier et de président en la personne du Führer. L'armée prêta aussitôt un nouveau serment de loyauté personnelle à Hitler, consolidant ainsi définitivement le système de pouvoir absolu. Dictature totale, Hitler maître du Reich. Viktor Lutze prit la direction des SA en août 1934 sur instruction précise d'Hitler concernant son nouveau rôle. Contrairement à son prédécesseur, Lutze ne nourrissait aucune ambition politique indépendante et n'avait aucun lien historique avec le mouvement nazi qui lui aurait conféré une autonomie. Sa nomination marqua la domestication complète d'une organisation, passée du statut de force révolutionnaire à celui d'instrument cérémoniel. La restructuration des SA sous Lutze élimina systématiquement tous les éléments qui avaient caractérisé la période sous Röhm. Les échelons supérieurs furent occupés par des cadres fidèles au parti plutôt que par des vétérans indépendants et à l'esprit militaire. Les programmes d'entraînement furent modifiés pour mettre l'accent sur la discipline et l'obéissance plutôt que sur la préparation au combat. Les principales activités devinrent des défilés, des cérémonies publiques et des missions de propagande auxiliaires. La réduction numérique fut drastique et délibérée. Le chiffre déclina progressivement jusqu'à se stabiliser à environ 1,2 million en 1938. Ce déclin ne résultait pas de désertion massive, mais plutôt d'une politique systématique de non-renouvellement des adhésions et de transfert des membres les plus compétents vers d'autres organisations du régime. Heinrich Himmler apparut comme le principal bénéficiaire de la transformation du paysage paramilitaire allemand. L'élimination de Röhm avait libéré la SS de sa subordination formelle à la SA, lui permettant de se développer comme une organisation indépendante sous le contrôle direct d'Hitler. Himmler profita de cette occasion pour étendre les pouvoirs de la SS au-delà de la sécurité personnelle du Führer, en les intégrant à des domaines de police politique et de contrôle idéologique. La prise de contrôle des camps de concentration par la SS constitua l'un des changements institutionnels les plus importants de l'après-purge. Theodor Eicke, récompensé pour son rôle dans l'exécution de Röhm, fut nommé inspecteur des camps de concentration, habilité à établir des procédures uniformes dans tout le système. Les méthodes développées pendant la nuit des longs couteaux, exécution sommaire, élimination des preuves, neutralisation psychologique des victimes, furent institutionnalisés comme protocoles opératoires standards. La Gestapo connut une expansion similaire sous Himmler et Heydrich. L'efficacité démontrée lors de l'opération contre les SA justifia l'extension de ses ressources et de ses pouvoirs. Heinrich Müller, expert en technique d'interrogatoire et ayant participé à la purge, fut promu à des postes à plus haute responsabilité où il perfectionna les méthodes répressives initialement utilisées contre les chemises brunes. Le serment personnel de l'armée à Hitler, le 2 août, marqua l'aboutissement du processus entamé avec l'élimination de Röhm. Les généraux, qui avaient observé avec inquiétude la croissance des SA, acceptèrent alors volontairement une subordination directe au Führer. Werner von Fritsch et d'autres hauts gradés interprétèrent ce serment comme la confirmation qu'Hitler avait définitivement choisi l'armée de métier plutôt que les milices populaires. La formule du serment militaire éliminait toute référence à la Constitution, à l'État ou aux principes abstraits du service. Les soldats allemands juraient obéissance personnelle au Führer du Reich et au peuple allemand, Adolf Hitler, commandant suprême des forces armées. Cette personnalisation extrême de la loyauté militaire offrait à Hitler un instrument de pouvoir qu'aucun chancelier allemand n'avait possédé auparavant. Les secteurs industriels consolidèrent leur alliance avec le régime en créant de nouveaux mécanismes de coopération économique. L'élimination des SA avait neutralisé les voix au sein du national-socialisme qui prônait des politiques anticapitalistes.
Gustav Krupp et Fritz Thyssen établirent des contacts directs avec les responsables du parti afin de coordonner des politiques de réarmement bénéfiques tant pour le régime que pour leurs entreprises. La bureaucratie d'État acheva son processus de nazification en appliquant la loi de restauration de la fonction publique professionnelle aux fonctionnaires qui avaient manifesté leur sympathie pour les positions de Röhm. Les postes vacants furent occupés par des membres du parti nazi qui jurèrent une loyauté inconditionnelle au nouvel ordre. Cette purge administrative élimina les derniers vestiges d'indépendance institutionnelle au sein de l'appareil gouvernemental. La transformation du système judiciaire allemand s'accéléra après les purges. Les tribunaux spéciaux créés pour juger les crimes politiques furent élargis et dotés de pouvoirs exceptionnels. Durant cette période, Roland Freisler, futur président du tribunal populaire, développa les procédures sommaires qui seraient systématiquement appliquées contre les opposants politiques. L'expérience de la légalisation rétroactive après la nuit des longs couteaux servit de précédent juridique à ces innovations. Les églises allemandes, catholiques et protestantes, adaptèrent leurs positions officielles à la nouvelle réalité politique. Le concordat, signé avec le Vatican en 1933, fut réinterprété afin de minimiser les zones de conflit potentiel avec le régime. Les chrétiens allemands, mouvement protestant proche du nazisme, gagnèrent en influence au sein des principales confessions protestantes. L'éducation allemande a connu une transformation des programmes scolaires reflétant de nouvelles priorités idéologiques. Les manuels scolaires ont été réécrits pour présenter la purge comme un exemple de leadership décisif face à une trahison interne. Les universités allemandes ont introduit des cours sur la défense de l'État, utilisant les événements de 1934 comme étude de cas sur la nécessité d'une autorité absolue en situation de crise. La presse allemande fut soumise à des contrôles plus stricts, éliminant toute possibilité de critique ou d'analyse indépendante. Les directives de Goebbels stipulaient que les médias devaient présenter l'élimination de Röhm comme une victoire définitive de l'ordre sur le chaos. Les journalistes ayant maintenu des contacts avec les cercles des SA furent licenciés ou mutés à des postes sans influence éditoriale. La politique étrangère allemande bénéficia immédiatement de la crédibilité accrue d'Hitler auprès des gouvernements étrangers. Les diplomates britanniques et français interprétèrent la purge comme la preuve que le Führer contrôlait effectivement les éléments les plus radicaux du national-socialisme. Cette perception facilita les négociations qui aboutirent à l'accord naval anglo-allemand de 1935 et à la remilitarisation de la Rhénanie l'année suivante. Le précédent créé par la légalisation rétroactive de la violence d'État fut systématiquement appliqué dans les années suivantes. Les lois de Nuremberg de 1935, qui institutionnalisèrent la persécution des Juifs allemands, utilisèrent les mêmes mécanismes juridiques que ceux développés pour justifier la purge. La nuit de cristal de 1938 fut légitimée par des procédures similaires de décrets rétroactifs. Les méthodes opérationnelles perfectionnées lors de l'élimination des SA furent transposées à grande échelle pour être utilisées contre des populations entières. Les techniques de détention massive, de transport de prisonniers, d'exécution sommaire et d'élimination des preuves, développées par Eicke et ses collaborateurs, servirent de base logistique aux opérations génocidaires ultérieures. Les camps de concentration devinrent des camps d'extermination, exploitant l'expérience administrative acquise en 1934. La structure de pouvoir personnalisée créée par l'élimination de Röhm s'est avérée durable pendant les années de guerre. Aucun dirigeant nazi ultérieur n'a sérieusement remis en cause l'autorité d'Hitler, ayant appris que l'opposition interne entraînait une élimination physique immédiate. Cette absence de contre-pouvoirs internes a contribué à la radicalisation progressive du régime, qui a adopté des politiques de plus en plus extrêmes. Le modèle de légitimation développé lors de la nuit des longs couteaux fut exporté dans les territoires occupés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les commandants SS appliquèrent en Pologne, en Union soviétique et dans d'autres pays le principe selon lequel l'autorité allemande pouvait créer le droit par décision souveraine, indépendamment des normes juridiques préexistantes. Cette extrapolation du précédent de 1934 facilita la mise en œuvre de politiques génocidaires à l'échelle continentale.